Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Et on va applaudir ceux qui ont eu l'audace de créer cette belle Cité de la Réussite depuis 20 ans. Vous pouvez les applaudir, Christian, Sylvain, Jacques, notamment. Quelle jolie rencontre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. J'ai pas beaucoup d'audace aujourd'hui parce que moi, je viens ici comme un étudiant que je ne suis plus, comme un journaliste frustré certainement, en venant me nourrir évidemment de ces moments. Je vais vous présenter dans un instant nos intervenants. Le débat, la petite règle du jeu, si vous voulez bien, les uns et les autres, parce que ça va être très interactif. Je vous demande juste de mettre tous vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît, parce que ça fait 20 ans que je fais ce boulot et ça fait 20 ans que dans des salles comme ça, c'est la compète des sonneries des années 80. Et comme il n'y en a pas un seul plus original que l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va éviter d'avoir des réflexions de ma part. Mesdames et messieurs, merci pour ça. On va pouvoir rentrer maintenant dans des choses beaucoup plus futiles. On va parler d'audace ensemble et de la passion surtout, avec des intervenants qui sont venus aujourd'hui se rappeler certainement la bonne odeur et le bon goût de ces bancs d'université, peut-être nous partager et partager avec chacun et chacune d'entre vous leur regard sur l'audace, sur leur passion, sur leur parcours également. Nathalie Riquiel, je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes la vice-présidente du conseil d'administration de Sonia Riquiel. Je vais vous poser la question à chacune et à chacun d'entre vous avant de laisser la parole très vite aux étudiants et ensuite à la salle. On vient parler d'audace, mais finalement,
C'est quoi l'audace? De quoi parle-t-on? Que fait-on ensemble aujourd'hui? J'ai l'audace de commencer? Oui. Et vous avez 3 heures pour répondre, bien sûr. Évidemment, oui, vous nous avez speedé déjà depuis tout à l'heure. Exactement. D'accord. Donc une définition de l'audace, je pense qu'on a tous probablement des points communs dans cette définition. En ce qui me concerne, l'audace, c'est avant tout de la confiance en soi, qui permet une prise de risque. Et puis de l'intuition, beaucoup d'intuition. Et une petite dose de courage, parce qu'il en faut. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi dire que c'est quelque chose de positif, l'audace, et que c'est quelque chose qui permet d'avancer dans la vie. Valérie Masson-Delmotte est à mes côtés. Avant de vous poser cette question sur l'audace, le béotien que je suis rencontre tous les jours des gens qui ont des métiers avec des noms un peu barbares, différents. Alors vous, aujourd'hui, vous rajoutez à la liste, vous êtes paléoclimatologue. J'en avais vu, mais alors c'est un nom un peu médical, un peu barbare. C'est quoi un paléoclimatologue? Que faites-vous dans la vie? Donc paléoclimatologue, ça veut dire que je m'intéresse à l'histoire passée des climats pour les comprendre, pour en tirer des leçons et pour fixer des repères par rapport aux changements en cours ou futurs. Voilà. Et vous êtes directrice de recherche au CEA et ingénieure, donc paléoclimatologue. La même question pour vous, cette question de l'audace. Est-ce que vous la posez d'ailleurs au quotidien dans votre boulot? C'est quoi pour vous finalement? Pour moi, l'audace, c'est sortir de son domaine de confort. C'est pour un scientifique, c'est de ne pas accepter, de ne pas comprendre. Oui. Finalement, le moteur, il est là. Et puis, je crois aussi, c'est refuser le conformisme, c'est-à-dire de ne pas penser comme les autres, et refuser aussi l'ennui. Il y a audace et passion. Vous avez eu des profs ennuyeux, vous avez eu des profs passionnés, vous voyez la différence. Que personne ne s'en mêle, les profs ont eu aussi des étudiants ennuyeux, qu'on se le dise. C'est pas mal de remettre les choses à leur place aussi, si vous voulez bien. Laurent Plantier, on est très heureux de vous avoir aussi avec nous, directeur général et cofondateur du groupe Alain Ducasse, avec le bien nommé Alain Ducasse. Un mot sur l'audace et comment vous la voyez ou pratiquez au quotidien? Oui, l'audace est quand même davantage dans le jugement de l'observateur que dans la personne qui fait l'action. Donc tous les jours, en tant que chef d'entreprise, vous réfléchissez un peu plus à la pérennité de votre entreprise qu'à faire quelque chose d'audacieux, de risqué. Néanmoins, il est toujours plus facile de ne pas faire que de faire. Et moi, je pense que les audacieux, c'est ceux qui font. Très bien. On aura plein de questions à vous poser. Et puis eux, apparemment, ils ne sortent qu'à deux tout le temps en permanence, en représentation tous les deux. Là, on a un cerveau pour deux, donc. Non, vous avez peut-être 4 cerveaux pour 2 d'ailleurs. On va voir Frédéric Torlotin et Jacques Binger. Même parcours l'un et l'autre. Quand vous regardez leur bio, en fait, c'est le même. Ils ne se sont pas quittés depuis très longtemps. Joli parcours tous les deux. Ils sont coprésidents de Courrèges. La même question pour chacun d'entre vous. Comment voyez-vous la définition de l'audace ? Comme le disait Laurent, je pense que c'est vraiment à la fois un jugement a posteriori de quelque chose, c'est très difficile. On n'a jamais le sentiment d'être audacieux. C'est des gens à l'extérieur qui vont vous dire, ou vous-même d'ailleurs, qui vous dites, oh là là, mais j'ai fait un truc, c'était complètement fou. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un regard qu'on porte sur quelque chose. Après, en soi, l'audace n'est pas du tout intéressante sans l'envie. Le vrai sujet qui tourne autour de l'audace, c'est l'envie et la difficulté de passer à l'acte. Et l'audace, c'est ce petit truc qui fait qu'entre l'envie et le faire, vous passez à l'acte et vous faites. Jacques Binger. Non mais, comme d'habitude, il a tout dit brillamment, mais la réalité c'est que on ne se voit jamais comme audacieux. C'est toujours un jugement, c'est le regard des autres, comme tu le disais, et c'est a posteriori qu'on le définit. Et nous, on ne s'est jamais vu comme audacieux. Alors a posteriori, la seule audace qu'on ait peut-être eue, c'est un jour de décider dans notre vie professionnelle qu'on ferait tout ensemble, enfin tout, presque. Mais qu'on ferait, en tout cas, notre vie professionnelle ensemble, quoi qu'il arrive. Voilà. Et l'audace, c'est évidemment donc derrière le désir. Il y a quelque chose d'assez de joyeux, il y a une dimension de foi dans un avenir meilleur. Donc c'est ça, l'audace. On va essayer d'aller plus loin en vous laissant la parole maintenant. Vous connaissez la règle du jeu pour ceux qui sont sociétaires de la Cité de la Réussite. Vous, public, nous, curieux. Les étudiants ont préparé ces rencontres. On n'est pas là, nous, pour poser des questions de journalistes et pour se faire plaisir. On est là d'abord pour répondre aux questions des étudiants. Avec une seule règle du jeu, c'est aussi d'être audacieux dans votre manière de les questionner. Voilà, mais ce sont vos questions qui nous intéressent. Et dans un deuxième temps, bien sûr, je laisserai la parole à la salle. Voilà, je vais tout de suite tendre le micro aux étudiants qui sont ici au premier rang. Voilà, parce qu'au deuxième, il y a déjà des cheveux blancs, pardon. Voilà. Mais on peut être étudiant aussi. C'est sympa. Marcelo, tu as eu de la chance, hein, c'est sur toi que c'est tombé. Mais oui, et c'est fait exprès. Sauf que lui, il a eu des cheveux blancs à partir de 22 ans, c'était l'année dernière. Je laisse la parole aux étudiants. L'audace est donc de laisser un homme prendre la parole en premier.
Jeune homme, je vous invite à vous présenter et à interpeller les gens qui sont ici. En même temps, Nicolas n'a pas été très audacieux parce qu'on lui a fait parvenir une robe avant cette soirée et il ne l'a pas portée. Donc bon. Pardon, j'ai failli dire un truc. Non, ne dites Vous rien. avez essayé de l'acheter? C'est-à-dire que Plantier lui avait envoyé du chocolat. Oui. Alors, vous, il n'a pas voulu nous dire ce que vous lui aviez envoyé. Mais si mes souvenirs sont bons... Voilà. Et comme tout journaliste, je me laisse acheter, bien sûr. La question est au premier, on commence par les étudiants, s'il vous plaît. Jeune homme, je vous invite à vous présenter et à me les bousculer un peu, parce qu'on va voir s'ils vont rigoler longtemps. Allez-y. D'accord, très bien. Merci d'ailleurs, merci de votre présence à tous. Je m'appelle Arthur Corbin, je suis étudiant à Paris 1 en M2 de sciences politiques, relations internationales, plus ou moins. Ma question, elle est pour... Parce que sciences politiques, c'est relations internationales, coopération internationale, politique de développement, on s'en fout. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est ça. Ma question, elle est pour vous deux, monsieur Jacques et Frédéric. Quand vous avez repris le groupe Courrèges, vous aviez dit vous-même, vous ne connaissiez rien à la mode. Et moi, je me demandais si c'était vraiment de l'audace ou si c'était de la folie. Vraiment. À ce moment-là, vous le mettez juste en avant. Nous ne connaissions pas ce milieu, mais la mode, comme le milieu d'où nous venions, était un territoire créatif. Ensuite, monsieur Benguer, vous avez repris le challenge avec Franck Ribot dans le golf. Pareil, vous ne connaissiez rien, mais vous êtes lancé dans ce challenge. Est-ce que c'est de l'audace, vraiment ? Est-ce que l'audace vous inspire ou est-ce que c'est le challenge qui vous inspire? Jacques et Frédéric, pour répondre. Alors moi, challenge, c'est un mot que je déteste, donc ce n'est pas le challenge qui m'inspire, mais très rapidement, c'est une histoire de rencontre. Quand vous dites on a choisi, est-ce qu'on a été audacieux, sincèrement, on ne se pose jamais les questions comme ça. C'est tout d'un coup quelqu'un, et en l'occurrence, nous, notre histoire professionnelle est liée à des rencontres. La nôtre d'abord, et puis ensuite des gens qui, à un moment donné, nous font confiance et nous proposent quelque chose. Vous parlez de Franck Ribot. Franck Ribot, effectivement, en 1994, on avait notre boîte d'événementiel à l'époque, et il nous dit, voilà, j'ai un tournoi de golf que je viens de démarrer, j'aimerais que tu t'en occupes avec moi. Et je lui réponds que je ne sais pas jouer au golf, je ne sais même pas dans quel sens ça se tient, et il me dit, c'est justement pour ça que je voudrais que tu t'en occupes avec moi. Bon, et on a démarré, et voilà, on fait les choses, et on avance, et petit à petit, on développe quelque chose a posteriori qui s'avère être un succès a posteriori. Donc après, on refait l'histoire, parce que les gens sont très forts pour refaire l'histoire et les stratégies a posteriori, mais en réalité, avant, vous n'y pensez pas. Pour Courrèges, en 2 mots, c'est une histoire de rencontre. On n'a pas choisi Courrèges, c'est Courrèges qui nous a choisis. Pour une raison simple, nous, on s'était dit il y a très longtemps qu'on ferait notre vie ensemble, qu'un jour on se retrouverait, comme quoi les hasards, dans un loft blanc à monter une coopérative d'intelligence avec des copains qu'on aurait marre des grosses boîtes, et voilà. Et puis on s'était dit qu'on reprendrait de l'entrepreneuriat après avoir géré le groupe Young qui faisait 600 personnes, qui avait un actionnaire anglais, qui était un gros groupe de pub français, et qu'on avait eu la chance de remettre dans le vert alors qu'il était dans le rouge quand on l'a repris. Chance, sincèrement. Et à un moment donné, on écrit un article, un éditorial dans Madame Figaro sur les marques, puisque c'était la grande mode de dire que les marques c'était terminé, que nos logos allaient présider aux destinées du monde de l'entreprise et des marques. Ils nous ont dit c'est pas vrai. Avec Internet, les gens ont besoin d'avoir confiance dans les marques. Et pour se convaincre de la force des marques, regardez le nombre de marques qui renaissent de leurs cendres à partir du moment où elles sont bien respectées, à partir du moment où leur génétique est respectée. Moi, j'aime pas le mot ADN. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Coqueline Courrèges, la femme d'André Courrèges, qui préside aux destinées de la maison Courrèges depuis 1994, ayant racheté leur entreprise, c'est une entreprise qui a connu une histoire incroyable, lit cet article et nous appelle, nous à l'époque, président de Young. Nous, président de Young, qui avions décidé, quoi qu'il arriva, au bout de 5 ans, de s'en aller, qu'on ait réussi ou pas. Donc on était au bord de s'en aller, nous. On était en train de penser à la suite et à ce qu'on ferait et retrouver l'entrepreneuriat. Et voilà, et un jour, je suis arrivé dans ce qui est aujourd'hui mon bureau, parce que ce jour-là, Fred n'était pas là, exceptionnellement, au 5e étage de la rue, du 40 rue François 1er, l'endroit où est la boutique, qui est d'ailleurs ouverte cet après-midi, pour ceux qui s'intéressent. On est là. Et donc, il y en a une autre rue de Sèvres pour après, qui vient d'ouvrir. Ça ne nous intéresse pas. Et donc, pour terminer, voilà, je rencontre Coqueline Courrèges, je sors de ce rendez-vous de 3 heures exceptionnel avec cette femme exceptionnelle, émue, enthousiaste, et alors parlant d'audace, la première question qu'elle me pose, c'est qui voulez-vous être? Bonjour, la question que je m'étais jamais posée, alors inutile de dire que j'avais pas de réponse. Wow. Donc, et on a passé comme ça 1 an à échanger, on est tombé en amitié, comme on dit au Québec. Et puis un jour, elle nous a dit, voilà, André et moi, on vous a choisi pour vous transmettre Courrèges. Voilà ce qui s'est passé réellement. Frédéric, pour aller juste un peu plus loin, qui est le plus audacieux à ce moment-là? C'est Madame Courrèges ou c'est vous?
Alors c'est marrant parce qu'aucun des deux, je pense. C'est-à-dire que... Elle est un peu courageuse de venir chercher deux pubeux, en fait. Non, justement, c'est pas audacieux, c'est extrêmement réfléchi de part et d'autre. D'accord. Coqueline, elle a donc racheté son entreprise après l'avoir vendue à des Japonais. Enfin, c'est une très longue histoire, mais en 1995-96, donc on imagine, 65 ans, je me réendette, enfin, je me remets dans un truc extrêmement compliqué, dans l'idée de pouvoir transmettre un jour. Donc elle a 10 ans pour réfléchir au profil des gens à qui elle veut transmettre. Oui. Donc son choix n'est pas un choix audacieux, parce que c'est un choix réfléchi. Oui. Nous, le hasard fait que 10 ans avant, comme le disait Jacques aussi, on se dit, bon, on va finir à un moment donné un cycle dans la communication et la publicité. On a eu la chance de réussir ce truc, d'être président d'une très belle boîte de pub. Franchement, on avait fait le tour de la question, il n'y a pas grand-chose de mieux à faire après, donc il fallait qu'on change. Et on s'était dit, on va racheter une entreprise qui fabrique quelque chose, et effectivement, ce sera tout blanc, blablabla. Donc c'est aussi relativement raisonné. Alors est-ce qu'il y a de l'audace? Mais ce que j'entendais derrière la question tout à l'heure, c'était deux trucs, c'est... Est-ce que c'est difficile? Il y avait un peu ce truc-là, on s'attaque à quelque chose qu'on n'a jamais fait, et c'est pas la première fois. Franchement, c'est hyper dur. Et au début, non mais c'est vrai, le premier jour, je me rappellerai toujours du premier jour où on arrive chez Courrèges, un immense truc tout blanc, vous asseyez là au milieu. Ce jour-là, c'est toi qui n'étais pas là, j'étais seul. J'ai dit, bon, mais maintenant, je fais quoi? Et c'est vrai que quand vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous attaquez, c'est compliqué. Après, nous, ce qu'on considère depuis le premier jour, c'est que la vie professionnelle est une aventure incroyable. Finalement, derrière l'audace, il y a la notion de risque. Le risque, on peut prendre des risques très importants dans sa vie personnelle et qui sont des vrais risques. Dans sa vie professionnelle, en fait, le risque n'est pas si élevé que ça. Donc on peut s'y coller et voir si on y arrive. J'ai prolongé les questions avec d'autres étudiants. Allez-y, donnez le micro si vous voulez bien. Mademoiselle, allez-y. Allez-y, je vous invite à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Aude Moméja, je suis étudiante en 3e année de double licence Histoire Sciences Politiques à Paris 1. Alors ma question s'adresse à l'ensemble des intervenants. Ça nous arrange. Ah, tant mieux. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez le sentiment que la société française est une société qui favorise l'audace, la passion et la prise de risque? Alors... Oh là 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 là, la méchante question politique. Alors, attention, il y a des sujets des baccalauréats dans toutes les questions des étudiants. Nathalie Riquel. Je pense que ce n'est pas à la société d'être audacieuse. Je pense que c'est aux individus et aux individus de s'accommoder du terrain, de la société, des circonstances politiques, économiques, rarement favorables. Et s'ils sont audacieux, ils avancent, ils vont de l'avant, ils se débrouillent. Le terrain est rarement propice. Il ne faut pas attendre d'une société, on peut attendre de l'aide, mais il ne faut pas attendre d'une société ou d'un système qu'il favorise l'audace. C'est assez rare. Qui répond à ça? Laurent, Valérie? Je suis d'accord. Merci. Les gens Valérie. Allez-y, Laurent. C'est aux gens d'être audacieux, finalement, la société française. Peut-être que l'ADN des Français n'est pas d'être audacieux, mais la société française, aujourd'hui, est tellement protectrice que c'est très facile d'être audacieux. Vous pouvez facilement retrouver du travail, vous avez toutes sortes d'aides. Donc, quel risque vous prenez de créer une entreprise? C'est très, très minime. C'est les Français qui ne sont pas audacieux, c'est pas l'entreprise. C'est pas la société, je veux dire. Valérie, votre regard là-dessus? Moi, je pense que si vous êtes audacieux, vous serez accompagné. Donc, je partage un peu l'analyse. Et en même temps, j'ai aussi le sentiment que parfois, en tout cas dans mon domaine qui est celui de la recherche scientifique, c'est parfois plus facile d'être encouragé sur des projets dont on sait très bien quels seront les résultats. Des projets finalement, pas des ruptures, des projets dont on peut décrire quelles seront les étapes et le résultat, plutôt que des choses complètement originales, complètement décalées. Et c'est ça que j'aurais envie, moi, d'encourager. De même qu'un autre regret que j'ai, c'est qu'en France, on forme dans nos laboratoires des étudiants qui sont géniaux, qui sont pleins d'énergie, qui ont plein d'idées. Puis ils terminent, ils ont un doctorat, c'est le plus haut diplôme universitaire. Et il n'existe pas en France de guichet où on puisse aller en disant moi, voilà, j'ai pas de poste, j'ai des idées. Comment je peux faire vivre mon propre projet sans que ce soit un chercheur plus âgé, sans que ce soit un laboratoire qui le porte. Il manque parfois des guichets comme ça pour accompagner ceux qui ont des idées, de l'audace, qui ont envie d'essayer autrement. Frédéric, Jacques, une réponse? Archi d'accord avec Nathalie. Je pense qu'il ne faut surtout pas attendre de la société. L'audace, c'est un truc personnel. Il faut faire, tout simplement. Après, chacun choisit son environnement. C'est vrai que là, vous êtes à un âge incroyable. C'est l'âge, normalement, où on doit tout entreprendre. Donc, par pitié, si vous avez envie de ça, ne rejoignez pas le troupeau. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans un système qui vous bloque. Parce que les systèmes sont faits pour bloquer, parce qu'ils doivent fonctionner de manière assez autonome et avec des gens qui sont dédiés à une tâche précise. Oui. Donc, c'est pas très audacieux, tout ça. Donc, si vous avez envie, je pense que vous avez toutes les cartes pour le faire dans n'importe quelle société, et dans la société française en particulier, bien sûr. Oui, non, mais il y a une formule de Goethe que j'aime beaucoup, moi, qui dit quel que soit ton désir d'entreprendre ou ton rêve d'entreprendre, commence-le. Et c'est ça le sujet.
Voilà. Et alors vraiment, allez-y, pas peur de rien. Et s'affranchir d'une société qui parfois, par son regard, par ses idées reçues, par son immobilisme, peut aussi bloquer ou ne pas donner envie d'y aller. Mais le regard des autres, c'est le regard des autres qui freine toujours. Oui, c'est ça. Le regard de est-ce qu'on va me juger, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être à hauteur d'eux, que ce soit ses parents. C'est à un moment donné, il faut s'affranchir de ça. Frédéric ? Non, mais il y a une valeur qui doit être collée à l'audace systématiquement. Et c'est vrai que pour rejoindre votre question de départ sur la société française en particulier, on est, semble-t-il, un des pays les plus pessimistes du monde. L'audace, ça va souvent avec l'optimisme. Mais ce n'est pas la société qui génère ça, c'est malheureusement chacun d'entre nous. Donc soyons tous optimistes et à mon avis, le pays sera sacrément plus audacieux. Et ça facilitera les choses forcément. Quel micro parmi vous? Allez-y, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Élise Arieux, étudiante à l'ETS. J'avais une question... L'ETS, tout le monde connaît? C'est une école dans le 17e de communication. Voilà. Merci. J'avais une question pour Jacques Binger et vous, Frédéric Dorletin. Par rapport au fait d'agir en binôme, excusez-moi, c'était pas parfois un frein justement à l'audace, le fait d'agir toujours à deux, ensemble? Est-ce que c'est un frein ou c'est que c'est déjà de l'audace d'ailleurs d'être tous les deux? Alors c'est de l'audace parce que votre papa, votre maman vous dira toujours ne t'associe jamais avec ton meilleur ami, c'est la plus grosse connerie à faire. C'est vrai, on l'a toujours entendu. Ouais, bien sûr. Mais les avocats nous le disent aussi. Mon père me l'a dit. Quand je lui ai annoncé que je... Oui, mais les avocats nous le disent, tout le monde nous le dit. Quand je lui ai annoncé que je devenais sa femme, c'était un problème. Et il y a une deuxième chose en général, on dit surtout ne t'associe jamais à 50-50 parce que c'est le début des embêtements aussi. Donc on a fait exactement ça. Donc oui, c'est une certaine forme d'audace. Oui. Après, est-ce que c'est un frein? Le micro, Frédéric. Pardon, est-ce que c'est un frein? Alors, pour nous, évidemment, je ne peux pas répondre à autre chose, pas du tout, mais au-delà de ça, je pense qu'on est dans un système relationnel à deux qui raconte un truc sur le collectif. Est-ce que le collectif favorise l'audace ou pas? On avait fait, à l'époque, on était dans la pub. Vous savez comment ça marche, la pub? Il y a un directeur de création omnipotent qui sait tout, qui doit tout faire et qui manage 80 créatifs, qui parle aux clients, enfin un truc absolument impossible à l'échelle d'un être humain. Et on s'est dit, nous, on va faire autre chose. On a embauché un collectif de gens. On a pris des gens extrêmement brillants, des créatifs d'autres agences. Et on a créé un truc qui s'appelait Les 6. Et c'est Les 6 qui signaient toutes les créations de l'agence. Donc, on efface les égos. Ça n'empêche pas d'avoir de l'ego dans son travail, évidemment, parce qu'on veut réaliser des choses formidables. Mais on efface l'ego de la signature face à l'ego du collectif. Et c'est à une autre échelle ce qu'on fait tous les deux. Si vous arrivez à vous mettre dans ce système-là, et si encore une fois les égos ne prennent pas le pas sur ce qu'il y a à faire, alors vous avez une puissance qui est considérablement décuplée. Jacques, et derrière ça, il y a un mot qui est important et qui va dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'audace, c'est la confiance. Et le corollaire, c'est la confiance en soi. Et finalement, on s'est rendu compte, et quand on est deux, sincèrement, c'est super dur. C'est vrai qu'on se pose des questions tous les jours, on doute tous les jours, on doute le matin, on doute le soir. Être à deux, ça permet de jouer au ping-pong, ça permet de se rassurer, ça permet... Et donc d'oser finalement. Et quand on ose, on s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé, que ce n'était pas grave, que ça paraissait compliqué, mais qu'en fait, c'est passé, et que ça s'est bien passé d'ailleurs. Et donc ça renforce la confiance en soi, la confiance collective d'ailleurs. Et c'est ce qui permet de renforcer l'audace, finalement, encore une fois, au regard des autres, parce que vous ne le pensez pas comme ça, mais en tout cas d'avoir la force d'entreprendre à un moment donné. Rassurez-nous, vous entendez pas surtout quand même, vous engueulez un tout petit peu. Jamais. Non mais c'est non mais. Voilà. Non pardon, mais c'est pas. Vous êtes un couple chiant en fait si vous engueulez pas. Non parce qu'on n'a pas de relation sexuelle. Donc, mais en l'occurrence. C'est peut-être pour ça qu'on s'engueule pas d'ailleurs. C'est ça. En l'occurrence. Comme dit Nathalie, effectivement chiant. Non, alors là, vous n'avez pas. Alors là, Nathalie, on en parlera ensemble. Non. C'est le prochain débat l'année prochaine, si vous voulez bien. Le micro est au premier rang. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour, je suis Anna. Hop. Eh bien, vous allez le dire au micro. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire au micro, Jacques? J'étais en train de dire que la première fois que j'étais allé chez Nathalie dans son petit magasin et que j'étais descendu au sous-sol, c'était pour acheter un sextoys. Alors, non. Franchement. J'aurais jamais osé. Il y a longtemps, il y a quoi? Il y a 15 ans. On va revenir aux choses beaucoup plus futiles. Ah, j'ai cru que c'était... Non, il parlait d'un petit sextoy, certainement. Mademoiselle, on va éviter là les discussions de comptoir. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour, je suis Anna. Je fais un doctorat à l'ESCP sur la place de l'art dans la shopping experience. Très bien. Et j'ai une question. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. J'ai une question pour Laurent Plantier sur les perspectives d'avenir dans la gastronomie. Jusqu'où nous mènera l'audace? Jusqu'où aller, cher Laurent? Alors, moi, quand j'étais enfant, on imaginait que plus tard, donc aujourd'hui, on allait manger des pilules et qu'on se nourrait du liquide. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 40 ans plus tard, que c'est tout le contraire. On continue à manger de la nourriture, de la vraie nourriture, des légumes, des fruits, de la viande.
On mange aussi des trucs dégueulasses quand même, qui seraient mange aussi des fruits dégueulasses. comme des pilules dégueulasses, mais quand même. Mais quand même. Et c'est très important. Non, ingérer un aliment dans son corps, c'est quand même un acte important. Et je pense que, malgré tout, est-ce que tout le monde se rappelle de l'aile ou la cuisse? À cette époque, il y avait une espèce de dichotomie entre le restaurant 3 étoiles étoilé d'un chef unique et d'un autre côté le complexe agroalimentaire qui allait faire n'importe quoi avec des produits chimiques. Oui. Finalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on continue à bien manger. Bien sûr qu'il y a une vraie question là-dedans. Bon, on n'est pas dans les usines quand même. Enfin, je veux dire, il y a certaines usines qui nous feraient peur certainement. Certainement, mais pas autant que ce qu'on imaginait il y a 20 ans, 40 ans. Pas autant de ce qu'on imaginait. D'accord. J'étais pas né, c'est pour ça. Allez-y, je vous en prie. Non, mais c'est une question plus importante que la gastronomie. On dirait que prosaïquement, c'est la nourriture. Et aujourd'hui, en effet, ce qui va faire évoluer et ce qui fait évoluer, je pense, la gastronomie, c'est de prendre soin, de prendre attention à la planète. Aujourd'hui, les ressources halieutiques sont de plus en plus rares. Le coût de manger une viande est extrêmement élevé. La petite agriculture vivrière a disparu, elle est remplacée par une agriculture industrielle. Donc ça fait évoluer les chefs. Et donc aujourd'hui, on mange moins gras, moins salé, moins de protéines. Et peut-être que demain, on va devoir être beaucoup plus audacieux dans notre manière de manger, manger des choses qu'on ne mange pas aujourd'hui et arrêter de manger ce qu'on mange aujourd'hui. Peut-être que demain, pour aller vers où vous allez, on mangera des insectes, certainement. Mais en fait, ce que l'on fera, c'est, je l'espère en tout cas, quelque chose de bien pour la planète. Et se nourrir, à l'échelle de milliards de personnes, il faut que ça soit bien pour notre planète. Et c'est comme ça que la gastronomie va évoluer. En tout cas, je le souhaite. J'ai entendu une dame qui avait la nausée. Préparez-vous, ça va venir de toute façon sur les insectes. On passe le micro à d'autres étudiants ici devant. Qui prend le micro? Vous bagarrez surtout pas les copains. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, je suis Céleste à l'ETS en école de communication comme Élise. Très bien. J'ai une question pour Nathalie Riquel. Le partenariat que vous avez fait avec H&M, est-ce qu'à l'époque c'était vécu comme une audace marketing? Nathalie Riquel. Oui, le partenariat avec H&M. C'était quoi? Remettez-nous dans le contexte. En 2008, la grande enseigne de ce qu'on appelle aujourd'hui le mass market H&M nous a demandé à la Maison Sonia Rykiel de collaborer sur 2 collections collaborées, c'est-à-dire élaborer 2 collections beaucoup moins chères à des prix qui n'ont strictement rien à voir avec les prix que pratique Sonia Rykiel, de façon à les proposer au plus grand nombre de femmes possible dans le monde. D'accord. Alors, est-ce que c'était une audace de faire cela? La véritable audace, en fait, elle avait eu lieu en 1976, lorsque, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez le catalogue de vente par correspondance des 3 Suisses, avait demandé à ma mère, Sonia Rykiel, de bien vouloir dessiner une panoplie de vêtements, évidemment très abordables, rien à voir avec les prix pratiqués par la clientèle bourgeoise de Sonia Rykiel, pour vendre par correspondance. À l'époque, c'était une mini-révolution. C'est une mini-révolution que l'on puisse offrir à des femmes qui n'étaient pas la clientèle habituelle la possibilité de s'habiller en Rykiel. La vraie audace, elle était là. Maintenant, avec H&M, ce que j'ai fait en 2008, j'ai continué cette idée-là simplement en changeant d'échelle. C'est-à-dire c'est devenu à une échelle absolument mondiale. Mais je ne pense pas que c'était très audacieux. Ce qui a été très audacieux, c'est 2 choses. Pour H&M, ce sont des gens qui ont une audace folle. Ils ont quand même inventé, ce sont des gens qui font des vêtements plutôt basiques et qui ont plutôt une réputation à la base de copieurs. Et ces gens-là ont eu le génie, l'audace de se servir de tous les outils des créateurs de mode, les photographes les plus célèbres, les mannequins les plus célèbres et les plus chers, de faire appel aux mêmes créateurs de mode pour leur demander de dessiner des collections capsules. Tout ça, pourquoi? Pour s'acheter, pour s'offrir une image de mode. Et tout d'un coup, c'est devenu, par ce coup de génie marketing et extrêmement audacieux, c'est devenu hyper branché de s'habiller en H&M, en Zara, etc. Ça, c'est de l'audace. Une audace de la part de Rykiel, c'est que quand j'ai signé cet accord avec eux, je leur ai dit, moi je veux bien, j'ai même très envie d'ailleurs,
mais je veux vendre les vêtements dans la boutique Sonia Rykiel aussi. Alors là, ils me regardaient, ils m'ont dit, non mais attendez, on l'a fait avec Karl, on était les 3e ou les 4e, mais personne ne nous a jamais demandé ça. Je dis oui, mais moi ça m'intéresse, parce que ce que je fais, je ne le fais pas de façon hypocrite. Donc j'ai vraiment envie que les femmes Rykiel, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette démarche, j'ai envie que les femmes Rykiel puissent voir ces vêtements H&M et les acheter dans la boutique, et j'ai aussi envie de récupérer leur clientèle de filles très jeunes. Mais c'était audacieux parce que ça faisait se côtoyer dans une boutique de luxe des pullovers à 45 € à côté des pullovers à 450 €. Une question qu'on aurait pu vous poser juste avant, Nathalie. Jacques y faisait référence tout à l'heure avec le petit sourire, mais finalement c'est une question très sérieuse. Est-ce que l'audace de lancer des sextoys chez Sonia Rykiel, est-ce que c'était pas, c'était audacieux, mais est-ce que c'était pas aussi une manière de mettre en danger la marque Sonia Rykiel? Oui, alors ça c'est une question, je vous remercie. D'abord, je pense que le danger est un stimulant très puissant dans toutes les démarches créatives et artistiques. Maintenant, quand on s'occupe d'un business, quand on est businessman ou businesswoman, il faut doser les risques, évidemment. Oui. Après, est-ce que l'aventure de vendre, d'offrir des sextoys à Saint-Germain-des-Prés dans une boutique de luxe a fait courir un danger à Sonia Rykiel? Certainement. Certainement, indéniablement, oui, certainement. Tout ce qui fait bouger les choses comporte une part de danger. Oui. La marque Sonia Rykiel existait depuis plus de 30 ans. Dans le monde entier synonyme de luxe, avec une clientèle glamour, mais quand même bourgeoise, je l'ai déjà dit. Et les sextoys, c'était quoi? C'était l'opposé, c'est-à-dire c'était le ghetto, c'était Pigalle, c'était le regard salace des hommes, c'était l'opposé, 2 univers à l'opposé, le glamour d'un côté et le luxe, le sordide et le salace de l'autre côté. Et finalement, comment se faire rencontrer ces deux univers. Et c'est vrai que quand j'ai élaboré cette idée 2 jours avant le lancement de cette boutique, qui était une boutique, donc, qui était la boutique Sonia Rykiel qui vendait de la mode et dans laquelle j'ai tenu à vendre les sextoys vendus par les mêmes vendeuses que celles qui vendaient des pullovers, j'ai rassemblé tout le personnel 2 jours avant. Et je leur ai expliqué la démarche, parce qu'il me semblait extrêmement important que les gens qui d'abord sont fiers d'appartenir à Sonia Rykiel, et puis qui en parlent dans les dîners, dans leur famille, etc., comprennent ce qui allait se passer. Et effectivement, parmi cette communauté de gens, un certain nombre ont crié au scandale. On vous accusait de vouloir tuer la marque ou de prendre le risque de tuer la marque Sonia Rykiel à l'époque? On m'a dit que j'allais détruire tout ce que ma mère avait construit. Oui. On m'a dit que je prenais le risque de tuer la marque. Et devant ces gens, je n'ai pu que leur dire faites-moi confiance. Je sais que c'est juste, je sais que c'est le moment, faites-moi confiance. Je n'avais rien d'autre à leur répondre que ça. Ce qui, moi, m'a porté dans ce moment-là, ce qui m'a accompagnée, c'est à la fois, et j'y faisais référence tout à l'heure, c'est une très très forte intuition de l'ADN de la marque qui comporte vraiment des valeurs pionnières et féministes, et par ailleurs une très forte intuition de l'ère du temps. Et je sentais que c'était le moment, je sentais qu'il y avait une curiosité, il y a une question aussi de timing, évidemment, oui. Je sentais que le timing était juste. Et finalement, ça a fonctionné. Et ça a plus que fonctionné, puisque ça a été aussi ce qu'on a appelé un coup de marketing, mais qui a été conduit à l'instinct, véritablement. Je ne doute pas que les bourgeoises vous remercient aujourd'hui, non seulement d'en parler, non seulement d'en parler, mais de faciliter cela, évidemment. C'était intéressant. Si je ne peux pas avoir l'audace de poser des questions, mesdames et messieurs, on va laisser le micro à d'autres étudiants. Jeune homme, ici, en bout de table, on lui apporte le micro. On pourra même laisser le micro, si vous souhaitez, aux étudiants, ils se le feront passer. Jeune homme, bonjour. Bonjour. Alors, Hog Patrick et Lavalier Essaye. Alors, ma question, c'est pour tous les intervenants. Oui. Quelle est la différence pour vous entre la passion et l'obsession? Waouh. Bah écoutez, Valérie, puisque c'est une bonne question, vous allez prendre la patate chaude dès le début. Valérie Masson-Delmotte, passion-obsession, 1h30. Allez-y. La manière dont je le vois, c'est que l'obsession, c'est quelque chose qui paralyse à un moment donné, parce qu'on s'enferme dans une sorte de bulle et on n'arrive plus à avancer. Alors que la passion, c'est quelque chose qui motive l'énergie et qui permet d'avancer. Voilà, c'est de cette manière-là que je ferai la différence. Et dans mon domaine à moi, c'est clair qu'il y a une vraie difficulté à s'ouvrir, à ne pas rester piégé par la petite bulle du monde de la recherche dans son laboratoire,
et au contraire à s'ouvrir et à interagir au maximum avec la société. Ça fait vraiment partie de ce qui peut permettre de lutter contre le caractère parfois obsessionnel. Est-ce que ça peut vous permettre de lutter aussi contre l'aveuglement parfois, ou par, je ne sais pas, des recherches qui pourraient vous mener dans des impasses? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous savez, au-delà de la passion, retrouver, j'allais dire, le sens commun pour vous dire, ok, je suis passionné par ça, mais finalement je me plante, je ne vais rien trouver ou ça ne servira à rien? Pas exactement, mais par contre, c'est vrai que moi j'adore partager les résultats de ce qu'on obtient. On a construit des connaissances en sciences du climat sur les derniers 40 ans que la plupart des gens n'ont jamais apprises. Oui. Donc, il y a vraiment cette envie de partager, que ça fasse partie d'une culture générale. Et les choses les plus enrichissantes pour moi, je suis désolée de vous le dire, c'est pas le dialogue avec les adultes. Les gens sont souvent assez, conformistes. Et ils ne veulent pas vous heurter, donc ils vous disent « Ah, c'est intéressant ce que vous dites » et puis on voit bien qu'on est passé à côté. Par contre, quand on va avec les enfants, en fin d'école primaire, début de collège, ils sont tout neufs, ils vous disent clairement ce qu'ils ne comprennent pas, ils vous poussent dans vos retranchements, ils ont envie de comprendre, et puis aussi ils vous mettent devant aussi vos contradictions. Et pour moi, c'est ça qui est le plus, je dirais, stimulant. Ça tombe bien, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans la salle. Nathalie. Oui, sur la passion et l'obsession, je suis d'accord avec vous. J'aimerais juste ajouter que pour moi, la passion, c'est un moteur de vie. Et que l'obsession, c'est quelque chose qui fait tourner en rond et c'est plus proche d'une maladie et qui nous entraînerait donc plutôt vers la mort, vers le morbide. Et je caricature évidemment. Oui. La passion va vers la vie, l'obsession irait plutôt vers la mort pour moi. Laurent Plantier. Pardon, Jacques avait le micro et ensuite Laurent et Frédéric. Non, mais 2 mots. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, oui, c'est une vision de l'obsession, enfin de l'antagonisme de l'obsession de la passion au niveau individuel, mais à l'échelle d'une entreprise, et particulièrement, je crois, dans nos métiers, et je pense dans tous les métiers, il y a un moment donné où l'obsession se met au service de la passion, justement, parce que c'est l'obsession du détail, l'obsession de la qualité, le fait de remettre tout le temps sur le métier les choses. Et en tout cas, dans la génétique de Courrèges, je crois que c'est vrai de Riquiel, c'est vrai de Ducasse aussi, il y a cette obsession et la rigueur qui va avec, du détail, de la remise en cause des choses, de manière à toujours essayer d'améliorer et au final de faire vivre une certaine passion de la qualité. Enfin, mais quand c'est pas maladif, ça s'appelle le perfectionnisme. Aussi. Merci docteur. Laurent. Donc, l'industrie dans laquelle je suis, de restaurateur, c'est bien sûr une industrie de passionnés, un métier de passionné, puisque vous êtes là pour donner du bonheur aux gens. Pour donner du bonheur aux gens, il faut d'abord en avoir pour soi et pouvoir aimer. Je pense d'ailleurs que tous les métiers devraient être des métiers de passion, sinon il faut faire autre chose. Il faut avoir une vie avec une passion, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de son conjoint, celle de son métier ou celle de son hobby. En tout cas, c'est important. Si on ne vit pas, une vie sans passion n'existe pas. Une vie sans obsession, en effet, est tout à fait possible. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Jacques. Hein. Oui, nous, on est obsédés par la qualité, on est obsédés par les microbes, on est obsédés par le détail, on est obsédés par l'excellence, mais on n'est pas pour autant obsédés de manière maladive. Frédéric, pour terminer. Oui, mais moi je pense comme Jacques, ça ne va pas vous surprendre. Non, je rigole, mais je pense que un petit peu de maladie obsessionnelle est absolument indispensable, en tout cas dans le métier d'entrepreneur. Il y a tellement d'obstacles qu'à un moment donné, il faut être quand même un petit peu givré. Et donc, cette petite maladie me paraît quand même très importante pour passer les... Je pense souvent, quand on lance un projet et qu'on part de zéro, moi j'ai souvent cette image d'une espèce de désert avec des dunes et vous croyez toujours que vous arrivez au bout, puis en fait, systématiquement, vous en tapez une suivante. Il faut être un petit peu obsessionnel quand même pour continuer et taper la suivante en se disant que derrière, on va arriver quelque part de chouette. Donc voilà, il y a l'obsession du quotidien et l'obsession globalement du projet. Du moment que vous acceptez de l'appeler une maladie, je suis complètement d'accord. Petite maladie, gentille, petite. Merci pour la visite médicale en direct. Jeune homme, votre question, bonjour. Oui, bonjour à tous, donc je m'appelle Adrien, je suis aussi en école de commerce avec Patrick. Donc en fait là vous avez donné la définition de la passion et de l'obsession, c'était intéressant, mais en fait du coup si on part du principe que la passion est saine et Pardon, vous m'entendez tous ? Oui. Donc la passion est saine et l'obsession est malsaine, comment se rendre compte ? En fait je suppose qu'avec les métiers que vous exercez, vous avez sans doute basculé de temps en temps depuis la passion jusqu'à l'obsession. Comment se rendre compte qu'on est dans l'obsession et qu'on fait des sacrifices sur sa vie personnel, voilà, comment en sortir et comment s'en rendre compte surtout, au-delà de la définition en fait. On ne fait rien sans sacrifice, de toute façon c'est formidable, que ce soit la passion ou l'obsession.
J'ai dit, pour plaisanter un petit peu, que c'était une maladie, que ça allait vers le morbide, j'ai un petit peu caricaturé, mais ce sont des chances. Être habité par la passion ou être habité par une forme d'obsession, et c'est souvent dans les actes créatifs, et le business pour moi peut être totalement créatif, bien sûr, c'est une chance. Donc il ne s'agit pas de dire stop, je m'arrête, ça devient une obsession. Il s'agit juste peut-être d'avoir un peu de recul et de le savoir. Mais rien ne se fait sans ça. Si on s'arrête, si vous arrêtez à la porte du labo parce qu'il est minuit, je suppose que... Valérie? Moi, je dois juste témoigner des moments les plus créatifs de ma vie. C'est quand ma deuxième fille ne dormait pas la nuit. Je me réveillais, tout était calme. Et j'avais des moments de sérénité et vraiment propices à une forme de créativité que j'ai rarement retrouvée depuis. Et c'est là que ça tourne à l'obsession. C'est-à-dire que quand, en fait, votre objet de travail vous réveille la nuit, vous empêche de dormir, la limite avec l'obsession, elle n'est pas loin. Et donc, qu'est-ce qui permet d'avoir des garde-fous? C'est les proches qui vous ramènent sur Terre, bien sûr. C'est également les collègues. Donc nous, dans la démarche scientifique, on a un système, ça s'appelle la relecture critique par les pairs. Vous présentez votre travail et puis les gens vous disent, t'as beau être conscient, t'as beau être très 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 convaincu, il y a une erreur majeure dans le raisonnement, dans l'interprétation, on surinterprète les résultats, etc. Donc pour nous, c'est ça le garde-fou essentiel. C'est l'examen critique par les autres collègues qui est permanent. Et donc on a la chance en fait de faire partie de cette communauté de la connaissance qui est là pour justement veiller à ce que malgré la passion qu'on peut mettre dans nos travaux, ce soit la rigueur qui domine. Et accepter la critique dans ce que vous nous dites là. Mademoiselle, vous n'avez pas encore eu le micro. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en droit à Assas et en histoire de l'art à la Sorbonne. Et j'avais une question, vous avez parlé à 2 reprises de la génétique de Courrèges. Et c'est vrai que quand on regarde les dernières collections de Courrèges, sans voir le logo, on sait immédiatement que c'est du Courrèges. C'est un peu moins le cas pour le Rickel. Et, non, c'est pas du tout une critique. Je suis pas d'accord avec vous. Ah non, et pour Ducasse, on a vu une multiplication des restaurants. C'est pas du tout une critique non plus, parce que chaque restaurant a été créé avec une identité particulière, une identité propre. Est-ce que l'audace, c'est de préserver son identité artistique, ou est-ce que l'audace, c'est de constamment innover? Et pourquoi ce serait antagoniste? On peut faire les deux. Parce que, oui, alors ce que je voulais dire, c'est que quand on innove constamment, quand on se renouvelle constamment, est-ce qu'on perd son identité artistique ou est-ce qu'on arrive à conserver la génétique? Nathalie, votre regard là-dessus? C'est une question de talent, ma chère. Non, mais attendez. C'est pas la fin de la réponse, donc allez-y. Non. Moi, je suis content de ne pas avoir posé la question. Très simplement, quand vous présidez aux destinées d'une maison comme Courrèges ou d'une maison comme Rickel, pardonnez-moi, ou de Ducasse, vous avez la chance d'avoir un patrimoine, un ADN extrêmement riche. Alors Courrèges, évidemment, vous identifiez tout de suite la mini-jupe, le court, les couleurs tendres, acidulées, etc. Je ne me trompe pas. Bon, Rickel, vous dites que c'est moins flagrant, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit de... Mais c'est le noir, le strass, les rayures, les mots sur les pulls, et j'arrête parce que sinon je peux continuer. La poésie, l'humour, le sexe, bon. Donc, l'intérêt... Non, mais c'est une question intéressante. L'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, de cette question, c'est un peu comme si vous disiez, est-ce qu'on reste en arrière? Est-ce qu'on repioche sans arrêt dans le patrimoine, dans l'ADN? Ou est-ce qu'on avance et qu'on lâche ce qui était derrière? Or, et c'est pour ça que j'ai répondu le talent, ce n'était pas une pirouette. Tout le talent consiste justement à, riche du patrimoine, avancer et inventer. Aujourd'hui, les couturiers, le métier de couturier n'existe plus. C'est un nouveau métier qui s'appelle directeur artistique. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur artistique? Un directeur artistique, c'est quelqu'un qui crée des vêtements, mais c'est quelqu'un dont la vision préside à tout ce qui touche à l'identité visuelle, pas que visuelle d'ailleurs, à toute l'identité d'une marque. Le packaging, les publicités, tout ce qui décide de l'environnement d'une marque. Et un directeur artistique, aujourd'hui, pour réussir une mission qui s'appelle Tartampion ou Trucmuche, il y en a des extrêmement célèbres, pour réussir une mission, il doit non seulement s'emparer, bien évidemment, du patrimoine de la maison s'il a la chance d'être à la tête d'une maison qui a un patrimoine, elles n'en ont pas toutes, mais en plus, il doit le réinventer en permanence, sinon ça n'a aucun intérêt.
Je vais prendre le cas d'Eddie Slimane chez Saint-Laurent, fait ça magnifiquement bien, avec les codes Saint-Laurent, et son esprit rock'n'roll est complètement avancé. Sinon, un directeur artistique piétine et part en arrière. Frédéric, là-dessus, et ensuite Laurent pour la gastronomie. Frédéric et Jacques, bien sûr. Ouais, avec bien moins de légitimité, mais derrière cette question, j'entends un truc sur le style aussi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de marques, en tout cas dans nos univers. Il y a des marques qui ont choisi de conserver un style très clair. Un Chanel n'a pas bougé. Enfin, en tout cas, c'est toujours Chanel. Ça a évidemment considérablement bougé, mais par exemple. Et nous, c'est le choix qu'on a fait chez Courrèges aussi. Est-ce que c'est un univers de contrainte ou est-ce qu'au contraire, c'est un univers de liberté? Notre conviction profonde, et je pense que c'est là qu'on se retrouve, c'est que une plateforme de style clair, c'est le meilleur système possible pour créer. En fait, bizarrement, il n'y a rien de plus difficile que de créer sur rien et que de partir sur du vent. Voilà, on est dans un système chez Courrèges, chez Riquel, chez Chanel, chez certaines de ces grandes marques, qui n'est pas tourné vers le passé. Simplement, on a un passé qui est clair. On sait d'où on vient, et sur ces fondements-là, on sait qu'on peut construire. Et c'est quand même autrement plus facile, et probablement, moi je dirais même, là c'est vraiment un point de vue personnel, mais beaucoup plus intéressant, y compris pour le consommateur. Jacques ? Oui, et pour rejoindre ce que disait Nathalie, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans des maisons qui ont un fort patrimoine, et qui est donc un patrimoine très inspirant pour les gens qui créent chez nous. C'est pas toujours le cas, et on voit bien aujourd'hui, et d'ailleurs, encore une fois, Riquel comme Courrèges n'ont jamais regardé à côté, n'ont jamais copié, ne sont jamais inspirés, et aujourd'hui, Dieu sait si parfois l'inspiration confine à l'imitation, et même des gens qui ont beaucoup de talent aujourd'hui, nous on peut en témoigner chaque jour, regardent, s'inspirent d'autres maisons, d'autres patrimoines génétiques, parce qu'ils n'en ont pas eux en propre. Laurent, la question est aussi pour vous. Comment fait-on pour rester si audacieux quand chez Ducasse on a 22 restaurants dans le monde, c'est ça, 3 maisons Ducasse? Derrière ces questions, il y a est-ce que finalement on doit faire partout la même chose et surtout rester dans quelque chose qui identifie Ducasse? Est-ce qu'on peut casser un peu les bords du cadre et sortir du cadre en prenant le risque un jour qu'on se dit tiens, j'ai mangé chez Ducasse, je pensais que je mangeais chez un tel ou un tel, mais je ne vois pas la différence. Comment est-ce que vous faites pour répondre à cette question-là? C'est le même parallèle qu'avec la mode, hein, exactement le même parallèle. Alain est un chef, mais il est un directeur artistique. Donc il va tout définir, de la petite cuillère, de l'identité graphique, de l'épaisseur du papier, de la carte et du menu, à la cuisine. Maintenant, nous, on a un ADN de la marque, qui est peut-être moins visible que celui de marques comme des marques de mode, mais cet ADN existe sur les jus courts, les légumes, pas plus de 3 saveurs dans l'assiette, etc. Et à travers cet ADN et le terroir mental du chef, de l'endroit où on est, on va créer des restaurants qui vont être différents, qui ont une identité différente, mais qui vont respecter cet ADN. Et donc, c'est perceptible tout à fait, en tout cas perceptible pour un client. Et vous sauriez nous dire aujourd'hui ce qu'est l'ADN de Ducasse finalement, qu'est-ce que je dois retrouver dans une assiette Ducasse dans les 22 restaurants dans le monde entier que je ne retrouverai pas ailleurs, ce serait quoi? Pas aussi simplement et de manière binaire comme vous l'avez fait, mais clairement oui. Clairement oui, la manière dont on fait les jus, qui est le cœur du goût du plat que vous allez goûter est tout à fait différent. La manière dont on réduit... Enfin, Alain, on va rentrer dans les choses techniques, c'est moins intéressant, mais Alain est tout à fait dans la réduction. C'est-à-dire que quand il fait un produit, il va le cuisiner de plusieurs manières et mélanger le même produit. On va prendre des asperges, il va mettre des asperges cuites, des asperges crues, donc on va retrouver des saveurs différentes et on va retrouver le goût de l'asperge de manière différente. Mais ça va être le goût de l'asperge, alors que d'autres chefs, au lieu de mettre, ils vont mettre une asperge avec un autre légume. Donc, nous, on est dans la concentration du goût. Et cette concentration du goût est tout à fait typique à Ducasse. Moi, quand je vais dans un restaurant, je peux vous dire que tel plat était ce que faisait Guy Savoie en 83 et tel plat est ce que faisait Joël Robuchon en 92. Donc, oui, nous, on a une ADN précise qui est notre manière de faire la cuisine. Après, contrairement à d'autres chefs, on n'est pas dans la répétition. On trouve que la répétition est ennuyeuse. Donc, dans chacun de nos restaurants, tous nos plats sont différents. D'accord. Et correspondent à ce qu'on a voulu écrire. Donc, on a écrit une histoire. L'histoire qui peut être, je suis aujourd'hui dans un bistrot français et donc je suis aujourd'hui à New York, mais je ne vais pas manger la même chose qu'en Alsace, je vais manger différemment parce que je suis aujourd'hui à Tokyo et je recherche un restaurant français. Le client va dans cette identité, rechercher des portions plus petites, va rechercher des goûts moins marqués, moins de sel, etc. Néanmoins, ça va respecter tout à fait l'ADN de la marque. Merci. Laurent,
La même question très rapide pour vous, Valérie. Est-ce qu'un chercheur peut se permettre d'être audacieux, de sortir du cadre, de faire différemment d'autres chercheurs, en prenant le risque justement de se faire détester, mal voir d'une communauté dont on pense, je suis journaliste donc j'ai plein d'idées reçues, dont on pense que cette société est très fermée, qu'on ne laisse pas trop la place justement à ceux qui sortirent un peu du cadre? Comment vous répondez à ça? Moi, je dirais que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, dès que quelqu'un arrive avec une idée différente, soutenue par des résultats, en fait, des éléments factuels, c'est quelque chose qui tout de suite fait frissonner, en fait, l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire qu'en permanence, nous, on échange nos informations par les publications, par les conférences, et de plus en plus vite. Moi, je vois, entre le moment où j'ai commencé dans ce milieu-là, il n'y avait pas Internet. Avec justement l'accès très rapide aux informations. Au contraire, chaque nouvelle idée, chaque nouvelle méthode, chaque nouveau résultat, très vite, en fait, il a une répercussion mondiale. D'accord. Donc c'est plutôt quelque chose qui est, c'est pas du tout figé, en fait, c'est extrêmement vivant. Et puis les controverses font partie de la démarche scientifique. Et puis l'audace aussi. Et je vais juste donner un exemple. Nous, pour répondre à nos questions sur les climats passés, on travaille sur les carottes de glace. Et je vais reprendre l'image du grand blanc quand vous rentriez dans les bureaux. Vous arrivez, vous avez des études à distance, vous déterminez quel est le site adéquat pour trouver la glace la plus ancienne, puis après, il faut y aller, quoi. Vous allez à un endroit, il y a eu quelques explorateurs, mais il n'y a pas de vie. Et donc, en partant de rien, on construit un camp. On est obligé de le faire en prenant le moins de risques possible. On emmène les gens, on ramène les carottes de glace. Et c'est une prise de risque permanente, prise de risque parce que on a des surprises. Parfois, malgré toute la raison qu'on a mise dans le choix du site, on n'obtient pas le résultat attendu, mais on découvre autre chose. Voilà, donc cette audace, elle est tout le temps présente, en fait. Et puis, je voulais aussi rebondir sur un point, c'était l'ego. C'est vrai que l'ego, c'est fort chez les chercheurs. Chacun a envie d'être celui qui a donné son nom à une découverte. Mais sur des objets complexes comme le climat, c'est très difficile d'avoir un chercheur tout seul qui révolutionne les choses. C'est un travail en communauté, d'observation, de modélisation, c'est les gros outils qu'on a. Et donc, de la même manière que vous travaillez avec 6 créateurs, mais nous, en fait, il y a des articles scientifiques, on les publie à 50. C'est la communauté des gens qui ont travaillé sur ce forage-là. Et c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, en fait, et qui permet d'avoir peut-être des relations un peu plus apaisées dans le temps. Merci de ces précisions. Je vais ouvrir les questions à la salle. Allez-y, mademoiselle, et puis ensuite la salle, bien sûr, avec les étudiants. Mademoiselle. Alors, ma dernière question, c'est aujourd'hui, les marques de mode, mais aussi les restaurants, sont de plus en plus rachetés par les groupes, etc. Et donc, comment s'articule l'audace avec cette rationalisation qui est demandée par la financiarisation de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait quand des financiers arrivent, qui n'y connaissent rien, et qu'ils vous demandent juste des résultats, et qu'ils ne connaissent rien à la création, voilà, au goût, etc. Frédéric, vous avez pris le micro? Oui, je peux. Mais les financiers sont des hommes comme les autres. Il y a des financiers éclairés et il y a des financiers pas du tout éclairés. Donc, oui. généralement, ceux qui rentrent dans nos business sont des gens qui ont compris que c'était la création qui créait de la valeur. Donc, à partir de là, vous n'avez pas le même profil de groupe financier ou alors en tout cas, ils n'interviennent pas tout à fait avec les mêmes KPIs et les mêmes volontés d'avoir des ratios extrêmement précis. C'est des gens qui sont dans la construction de valeur pour des marques. Donc, encore une fois, je pense que la création n'est pas très impactée comme elle pourrait. Enfin, il n'y a pas ce niveau d'intervention qui va jusqu'au détail du petit réglage de la valeur du lait dans un pot de yaourt, parce que c'est extrêmement important et qu'on peut gagner 2 points. C'est des gens ceux qui rentrent chez nous, dans nos métiers, sont des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Il n'y a qu'à voir, on parlait d'Eddie Slimane tout à l'heure, à quel point il a fait basculer Saint-Laurent dans une autre dimension. Il y a eu un industriel, un financier, qui a cru que la création de cet homme-là allait faire exploser la marque Saint-Laurent, et il a eu bien raison de le faire. Oui. Je ne pense pas que ce soit attaché... c'est quelqu'un qui a laissé la création aux créatifs et qui a permis à la marque de faire cet énorme saut. Nathalie, Laurent, à propos de la finance et de... Tout à l'heure, j'expliquais que, je disais simplement qu'il n'y a plus de couturiers, il y a des directeurs artistiques. Le métier a vraiment changé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un financier qui se respecte dans la mode, qui ne comprend rien au produit. De même qu'un directeur artistique doit avoir des notions de marketing, pas forcément de finance, mais de marketing. Ça n'existe plus. Je veux dire, on doit avoir tous des visions globales. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. La réponse est que ça ne peut pas fonctionner. Il y avait une question, je fais un petit aparté, il y avait une question qu'on m'a posée
sur la maison Martin Margiela. Oui. C'est une question qui m'était parvenue, la maison Martin Margiela qui vient de recruter, ça n'a pas dû vous échapper, John Galliano. Et est-ce que c'était une démarche audacieuse? Alors il y a deux questions en plus derrière Galliano. Il y a la question du créateur qui était dans d'autres grandes maisons auparavant Dior. Et qui viendrait voilà, justement apporter sa patte dans une autre maison. Est-ce que c'est pour faire la même chose? Et puis il y a l'autre question évidemment de Galliano et les polémiques autour de son comportement bien sûr. Oui, alors justement, d'abord, Galliano, il faut avant tout, et je pense qu'on a parlé, il y a une chose qui est venue de façon récurrente, c'est le talent. Avant tout, Galliano, c'est un des hommes les plus doués de sa génération. C'est un des plus grands talents de la mode. Et ça veut dire qu'il est capable de se renouveler complètement. D'une part. D'autre part, la démarche des patrons de Margiela est extrêmement audacieuse et extrêmement maligne, parce que toutes les marques, y compris une très jolie marque comme Margiela, ont besoin de faire parler d'elle. Or, engager quelqu'un comme Galliano, ce qui va faire débat, c'est déjà créer un buzz, et je peux vous dire que c'est déjà la collection qui va être la plus attendue dans la prochaine Fashion Week. Par ailleurs, John Galliano, qui a connu cette descente aux enfers absolument épouvantable, se rapprocher d'une maison qui est à l'extrême opposé, c'est-à-dire qui représente presque un idéal de pureté, où le designer a toujours été caché, anonyme, etc. On peut imaginer, c'est une éponge, c'est un être hypersensible, c'est un créateur, on peut imaginer qu'il y ait cette attirance justement de pureté après la débauche. Et moi, je trouve ça, au contraire, extrêmement malin, et probablement, je pense qu'il va... Il y a de belles années pour la maison Margiela devant eux. Donc, ils ne vont pas perdre leur identité. Elle va évoluer, l'identité. Je termine juste sur cette question, mais c'était intéressant par rapport à ce qui a été dit là, Laurent. Ducas, c'est un super marketeur aussi. C'est un vrai dirigeant. Il est plus que chef. Et il connaît bien les choses financières, les choses de la marque, du marketing. Oui, heureusement. Ce ne sont pas des gros mots pour lui. Non, pas du tout, mais moi je ne crois pas à l'entreprise avec le créatif qui ne s'intéresse pas du tout à la vente de ses produits ou à la rentabilité, quelle que soit l'industrie. Sinon, ce n'est pas une entreprise. Si à un moment donné, un jour, aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, selon l'industrie dans laquelle on est, l'entreprise n'est pas rentable. Sinon, c'est du mécénat, c'est de l'art, c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas une entreprise. Une entreprise, à un moment donné, quand vous faites un produit, un service, elle doit trouver un client et atteindre une certaine rentabilité. Après, la question de savoir si je suis mieux tout seul, je suis mieux avec un partenaire minoritaire, je suis mieux avec un partenaire majoritaire ou j'ai besoin d'être introduit en bourse pour avoir une masse d'argent à investir, c'est une question qui est de l'entrepreneur. Il est clair que quand vous perdez votre capital, vous perdez chaque fois une partie de votre indépendance et vous devez rendre des comptes aux personnes qui sont associées avec vous. On va prendre des questions dans la salle, si vous voulez bien, maintenant, autour de l'audace et de la passion. On va apporter les micros. Mademoiselle, allez-y, avec le monsieur qui est à côté de vous. Et puis, ensuite, on va le faire circuler. Monsieur, bonjour, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour. Allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Je m'appelle Francis, j'ai 24 ans. Moi, je suis jeune diplômé d'école de commerce et je suis aussi musicien. Et je voulais tout d'abord faire une petite remarque à l'attention de la Cité de la Réussite sur l'organisation de l'événement, qui va amener derrière une question pour le panel. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, donc une très brève remarque. Moi, donc j'ai 24 ans. On vous le dira après si elle est belle, allez-y. Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui, et ce que je vois devant moi, c'est un panel de gens avec un parcours assez accompli. C'est aussi des marques déjà bien établies, donc que ce soit Sonia Rykiel, que ce soit Alain Ducasse. C'est des marques qui sont en train de renaître, comme Courrèges. Et je vois des gens avec des parcours déjà assez accomplis. Oui. Et moi, je vais être franc, j'ai 24 ans. Et aujourd'hui, il me semble que le panel, il manque de gens de ma génération. Il me semble que c'est un panel qui est passionnant, mais qui n'est pas très audacieux. Alors, voilà. Monsieur, pour vous répondre... Non, mais attendez, toute question est bonne à prendre. Monsieur, pour vous répondre, ça s'appelle la Cité de la Réussite parce que l'idée, c'est que vous puissiez échanger avec des gens qui ont justement ce parcours et cette expérience, peu importe leur âge. Parce que vous verrez autour des tables rondes dans le programme des gens qui viennent témoigner, qui ont une réussite particulière et qui ont votre âge aussi. En revanche, l'idée, c'est d'avoir un échange avec ces gens-là et d'avoir dans ce que vous appelez, vous, le panel, qui est pour nous le panel des étudiants qui ont préparé ça, des gens de votre âge, qui ne s'appellent pas Francis, mais qui ont votre âge quand même, et qui ont préparé des questions pour rencontrer ces gens-là. Donc vous avez en effet le micro, et je vous invite maintenant à poser la question. Ce sera aussi le cadeau que la Cité vous fait aujourd'hui. Puisque là, on a beaucoup d'industries créatives dans la gastronomie. Moi, ça me fait penser à des jeunes créateurs comme Ami, comme
Je pense aussi à Brooklyn Woodward. Je pense que voilà, on aurait pu être un peu plus audacieux dans le panel, mais c'est une remarque liminaire. Oui, et du coup, ça mène à vous demander. Les goûts et les couleurs, monsieur, allez-y. Vous avez un parcours qui est passionnant, qui est déjà bien riche. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour favoriser finalement l'audace, sans rentrer dans le mythe de la jeunesse créative? Comment est-ce que vous faites pour avoir l'audace, faire le pari de la jeunesse et vous renouveler au sein des marques déjà bien établies? Voilà. On embauche des jeunes. Non, mais, et Laurent, on peut dire qu'il y a des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes, etc. Comme il y a des jeunes cons comme des vieux cons, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est... Non mais c'est pas mal de se le dire un peu partout. Non, c'est pas vrai. Alors, qui répond justement à la question de monsieur? Et vous réagirez après. Allez-y. Allez-y, allez-y. Qui répond? Laurent, vous souhaitez poursuivre la question de monsieur? Non, mais je suis désolé de vous apprendre aujourd'hui que la créativité n'est pas synonyme de jeunesse. C'est ce que je voulais dire dans ma réponse. Qui répond à cette question? Vous l'entendez souvent, Nathalie, Frédéric, Jacques, et peut-être vous aussi, Valérie, dans la recherche? Jamais. Il faut une Jamais. première fois. Non, mais c'est vrai que effectivement, bon, nous sommes peut-être avec un peu trop d'expérience pour votre goût, mais en tout cas, comment dire, le talent, l'audace, le goût du risque n'ont pas grand-chose à voir avec l'âge. D'autres réponses? On nous dit heureusement ici en réaction. Allez, on donne le micro à d'autres personnes. N'hésitez pas à lever la main. Allez-y. Madame, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Bonjour. Déjà, vous ne pouvez pas m'appeler mademoiselle. Je ne vois pas pourquoi vous m'appelez madame. Mais vous avez... Alors ça, vous avez entièrement raison. Et je vous prie de m'excuser pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire une parenthèse. Depuis qu'une loi Bachelot est passée récemment en incitant tous les formulaires à écrire madame et pas mademoiselle, je suis tombé dans le vieux schéma. Donc vous faites bien de me donner une gifle. J'ai remarqué déjà que vous aviez fait plusieurs remarques misogynes aujourd'hui. Alors, et je vous présente mes excuses si c'est le cas. J'en parlerai à ma mère. À toutes les femmes de l'assistance. Mais je présente toutes mes excuses, madame, si c'est le cas. Ma question n'a rien à voir avec le féminisme. François Pinault, dans le petit clip qu'on voit avant que vous arriviez, dit la réussite est une succession d'échecs qu'on surmonte. Donc je voudrais que vous racontiez chacun un de vos échecs, comment vous l'avez surmonté et comment vous estimez que c'est aujourd'hui une réussite. Bonne question et c'est intéressant de voir comment on se construit aussi avec ces échecs. Qui prend la parole en premier? Laurent. Je pense que c'est important d'avoir des échecs, sinon vous allez vous sentir surhumain. Et chaque fois qu'on ouvre un restaurant, on prend une prise de risque. Et si on s'était jamais trompé, je pense que c'est impossible. Voilà, c'est impossible. On s'est trompé, on a ouvert des restaurants, on a fermé. Je pense que l'audace, justement, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Sinon, vous n'entreprenez pas. Chaque fois que vous allez entreprendre, vous avez un risque. Oui, je cherche, mais alors, on s'est trompé plein de fois. Hein. Non, on s'est trompé plein la de fois. question de mademoiselle est plus précise. Laurent, t'as pas plein d'échecs, toi, Laurent? Quel plein d'échecs, toi, non? Non, mais il y a beaucoup de restos fermés, par exemple. Ducasse s'est planté, en fait, c'est la question. Mais bien entendu, parce que quand vous ouvrez un restaurant, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, qui vont au-delà de la qualité de la cuisine. Parce que, oui, clairement, nous, on a un savoir-faire dans la cuisine, ça va être bon. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Oui. Il y a plus de restaurants bons, vides, que de mauvais pleins. Donc bien faire la cuisine n'est pas suffisant pour réussir dans ce métier. Il faut avoir le bon décor, il faut avoir le bon service, il faut avoir la juste proposition, il faut avoir le juste prix. L'ensemble des paramètres, vous pouvez les écrire, vous n'arrivez pas à trouver la bonne équation. Donc chaque fois, vous allez expérimenter, vous allez prendre cette prise de risque. Et une fois, vous allez ouvrir un restaurant. C'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment. On a ouvert un restaurant à Beyrouth quelques semaines avant l'attentat et le décès d'Hariri à l'endroit où il n'y avait que des émeutes dans un lieu qui était marqué islamique. Oui. Ça a été difficile ensuite d'attirer des clients. À un moment donné, il a bien fallu se rendre compte que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur, on a fermé le restaurant. On a ouvert un restaurant en Tunisie, il n'y avait pas la clientèle, on a fermé le restaurant. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Tout le monde entend la question, comment est-ce que vous avez surmonté l'échec et comment vous l'avez transformé en réussite? Non, mais bien entendu, on a fait beaucoup plus attention. Il est vrai qu'avec l'expérience, on fait beaucoup plus attention à différents paramètres auxquels on ne faisait pas attention avant. Avant, on faisait attention, je ne sais pas, à la qualité du partenaire, ce qu'on fait toujours. Aujourd'hui, on fait attention à la qualité du partenaire, à la qualité du lieu, à la qualité on ne peut pas être, par exemple, plus de 20% plus cher que la moyenne des restaurants dans une ville. Donc, si vous faites un restaurant à 300 € dans une ville où les gens mangent à 25 €, vous savez que vous allez vous planter. Bon, c'est l'expérience qu'il a Étude de marché aussi. On va aller plus loin pour répondre à mademoiselle ici. Frédéric et Jacques pour répondre.
C'est lui qui fait du kitesurf, donc les vagues, les trucs. Surfer. C'est compliqué parce que l'échec, d'abord, a posteriori, je pense que tu les oublies vraiment. Les échecs se transformant en expérience, on oublie que c'était loupé parce que c'était il y a longtemps, et puis tant pis, c'est pas grave. Et c'est honnêtement tous les jours. Et la vraie question derrière, c'est est-ce qu'on a fait des succès? Et franchement, j'aurais autant de mal à dire ce qui a été notre plus grand succès que ce qui a été notre plus grand échec. Parce qu'il y a un moment où, finalement, je pense que se dire ça, c'est se dire que la vie, l'expérience est terminée. Or, elle n'est pas terminée du tout, on est en plein dedans. Et donc, j'ai pas envie à ce stade de dire, tiens, ça c'était un échec, ça c'était un succès. Non, non, tout est expérience. Et on fera les comptes à la fin, je sais pas quand, j'espère le plus tard possible en fait. Donc, échec, pas échec, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qu'on vive comme un échec, sincèrement. Jacques? Non, mais effectivement, l'échec, entre guillemets, il est à chaque coin de rue, à chaque coin de décision. On a toujours dans nos démarches l'imagination du doute. Donc on avance en se disant que ça va peut-être marcher, que ça va pas marcher. L'importance, on est dans une logique, mais je parle sous le contrôle de Valérie, c'est qu'on est dans une logique de laboratoire en permanence. On est dans une logique d'itération, de réflexion, de test. Et puis, donc effectivement, l'échec, il fait partie intrinsèque de la démarche de l'entrepreneur en général et de notre vie en particulier. Bon, après, effectivement, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de posture. On parlait d'optimisme tout à l'heure. Dieu sait si nous, à la fois par tempérament, et puis, alors, pour le coup, chez Courrèges, l'optimisme, André Courrèges disait souvent que toute femme plongée dans du courage est soumise à une poussée d'optimisme. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est fortement ancré dans notre génétique. Mais donc, on est plutôt dans un verre à moitié plein qu'à moitié vide. Bien sûr. Et c'est vraiment une posture d'esprit, ça. Hein. Nathalie, vous avez connu les échecs? Beaucoup, oui, beaucoup. Je vais essayer d'être concrète, puisque c'est une demande. J'ai un souvenir très cuisant et pourtant extrêmement lointain. Donc, un exemple, voilà, que je livre. Malgré que j'ai des petits... L'échec, il y a toujours un petit côté humiliant. J'avais une vingtaine d'années et la maison Sonia Rykiel était bien plus petite et nous défilions dans la boutique de la rue de Grenelle, qui était une petite boutique. Et donc, pour les défilés, il y avait 5 mannequins. Et ce qu'on appelait des mannequins, c'était des femmes avec des physiques intéressants. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les critères des mannequins aujourd'hui, ces filles immenses, sublimes, etc. Je faisais partie de ces mannequins. Ma mère m'avait demandé de défiler pour elle. Et donc, on a fait ça pendant quelques saisons. Et puis, le succès aidant, il a vraiment fallu partir pour rejoindre les autres créateurs dans d'autres lieux, aller défiler dans des espaces immenses, publics. Et le premier endroit, ça a été, je m'en rappelle très bien, le Palais de Chaillot. Et donc, on est parti défiler au Palais de Chaillot sans comprendre la différence d'échelle du lieu. Et sortant de ces défilés extrêmement intimistes, où dans la bande-son, on déclamait des poèmes, où les gens étaient serrés dans la salle sur des petits tabourets et frôlaient les mannequins qui n'étaient pas des mannequins, qui étaient des femmes. Et cette ambiance comme ça, extrêmement, extrêmement chaude, extrêmement intime, on s'est retrouvés dans une énorme salle au Palais de Chaillot, sur un podium, surélevé, et on avait simplement pris 12 femmes à la place de 5 dans la boutique. Ça a été une catastrophe. La musique, les poèmes dans cet espace incroyable, ça passait pas du tout. La lumière la même du début à la fin. Les mannequins qui étaient des femmes, mais qui n'étaient pas des mannequins, puisque de loin, on est dans une autre échelle, il faut exagérer, il faut prendre des filles plus grandes, il faut exagérer les vêtements ou alors exagérer la quantité de vêtements. Il y a un effet visuel à travailler, etc., etc. Ça a été un cauchemar, ce défilé. J'en ai rêvé pendant très longtemps. J'ai immédiatement arrêté de faire le mannequin et je suis passée à la mise en scène des défilés. Et passant à la mise en scène des défilés, j'ai non seulement découvert une passion, j'ai adoré travailler les bandes-son, la lumière, raconter des séquences, faire des scènes, faire des finales, etc., recruter des mannequins complètement différentes, chorégraphier les défilés. Et ça a apporté beaucoup à moi-même, mais à la marque. Donc c'était vraiment un échec qui a été transformé en autre chose, puisqu'un jour, Robert Altman, quand il a voulu faire son film Prêt-à-porter, est venu me chercher pour être sa consultante, pour travailler sur le film. Voilà. Merci pour ça.
Valérie, je cherche à cet instant, pour répondre à la question, le mot de la langue française qui est attribué justement à des chercheurs qui, en cherchant quelque chose, se plantent et vont trouver autre chose qui est différent de ce qu'ils cherchaient au début. Sérendipité. La sérendipité, exactement. Oui. Cette question, elle est pour vous aussi, en tant que chercheur. Les échecs, vous devez connaître ça. Oui. Comment est-ce que vous transformez parfois ces échecs? Comment ce sont des outils formidables de réussite? Alors, 3 exemples. Premier exemple, Claude Lorius, donc un grand glaciologue français, fait un premier forage au site du Domsée en Antarctique dans les années 70, oui. à peu près 700 mètres de profondeur. Il voit le potentiel du site, il met 20 ans à convaincre 10 pays européens, la Commission européenne de financer le projet complet pour descendre à 3,2 km. Le forage démarre et au bout d'un an, le carottier est bloqué à 700 mètres. C'est-à-dire la même chose que Claude Lorius. Et il a fallu reconvaincre les agences de financement, il a fallu repartir de zéro. Et on a le forage maintenant sur ce site qui remonte le plus loin, 800 000 ans d'histoire du climat et de la composition atmosphérique. Et on a beaucoup appris finalement des raisons pour lesquelles finalement le carottier s'était bloqué. Deuxième exemple, on a une nouvelle technique de mesure géniale qui permet avec des instruments laser de mesurer les différentes molécules d'eau dans l'atmosphère. Et nous, c'est ce qu'on trouve dans les glaces. Donc on installe un instrument au sud du Groenland pour voir jour à jour, minute par minute, comment se forme le signal qu'après on va étudier dans les glaces. Et donc l'installation se fait, 2 mois après, grosse tempête, l'instrument est arraché. Et on est persévérant, donc on retourne. Et là, en fait, par hasard, on échantillonne la tempête la plus spectaculaire qui a frappé le Groenland, qui a donné lieu en juillet 2012 à une fonte sur toute la surface tellement elle a apporté d'énergie. Et on a réussi à vraiment la suivre tout le long de sa trajectoire grâce à cet instrument. Il n'était pas là pour ça, en fait. Et troisième exemple, et celui-là, il est moins joyeux, je dirais. On a ces sciences du climat qui progressent depuis longtemps, ce constat qui s'affine. Et pourtant, la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue à augmenter. C'est quelque chose qui nous interroge profondément sur la manière dont la science et la société interagissent et comment finalement les connaissances scientifiques mènent ou pas à une action mesurable. Merci pour ces réponses. On va prendre d'autres questions. Allez-y. Question de la salle, il y avait une main levée tout à l'heure juste à côté de vous. Allez-y, mademoiselle, apportez le micro. On peut préparer... vous pouvez aller, mademoiselle, et voir monsieur aussi qui est là-haut, qui lève la main. Monsieur, bonjour, je vous invite à vous présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Valentin, je suis étudiant en montage audiovisuel. Oui. Et tout à l'heure, vous aviez discuté de la différence entre passion et obsession. J'aimerais que vous parliez de la limite, la frontière, et est-ce qu'elle n'est pas très fine, cette frontière, entre passion et échappatoire, fuite? J'adore la question. Merci. Moi, je m'enfuis. Alors, échappatoire d'un côté. Qui souhaite répondre à ce jeune homme, en fait? Merci en tout cas pour la question. Et il y a échappatoire. Hein. Il y a pas, voilà, pardon. Il y a donc échappatoire sur scène. Non, si, essayez de lui répondre après tout. Ben bon, on peut essayer, Frédéric. Oui. Non, franchement, peut-être que le manque de passion ou d'obsession est une échappatoire de la vie et que du coup, oui, on loupe un peu quelque chose. Là, vous rattrapez super bien, je trouve. Non, pas du tout. J'essaye même pas. Mais non, sincèrement, je vois pas le problème, donc j'ai du mal à répondre. Quelqu'un voit le problème dans la question de monsieur? Vous souhaitez peut-être aller un peu plus loin dans votre question? On va lui redonner le micro si vous souhaitez. Jeune homme, allez-y, on apporte le micro à ce jeune homme, s'il vous plaît. Pour que vous ne soyez pas frustré de la non-réponse, vous voulez aller plus loin, allez-y. C'est-à-dire, à partir de quel moment on sait qu'on n'est plus dans la passion, mais dans l'échappatoire, dans la fuite? Mais je pense qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est peut-être éventuellement les autres qui le savent pour vous. Mais vous ne le savez pas en général quand vous êtes pris dans la passion ou dans l'obsession. Et ce n'est pas très important. Une passion, ça peut détruire à partir d'un certain moment. Oui, mais vous savez, vous connaissez un moyen d'arrêter de vous détruire, si ce n'est de vivre votre passion? Non. Ça, c'est renvoyé. Je vous remercie d'avoir posé la question. On va y réfléchir, on se retrouve dans 2 ans pour... Il y aura 2 thématiques, il y aura échappatoire et misogynie, et moi je serai sur la 2e, bien sûr. Monsieur, bonjour. S'il vous plaît, bonjour. Le panel est sur la passion, donc je vais rebondir. On a beaucoup parlé de l'audace, on a beaucoup parlé de la créativité, on a assez peu parlé de passion en fait. Alors il y a la passion qui se transmet, famille Riquiel, et puis il y a la passion qu'on crée dans son équipe ou qu'on crée en soi-même. Donc d'où vient la passion et comment vous la faites naître, pas forcément en la clonant dans vos équipes sur la même marque, sur la même entreprise, mais dans vos familles, quand quelqu'un vous propose quelque chose de complètement différent. Comment nourrir la passion des autres? Comment elle se transmet? Qui peut raconter ça?
Nathalie, finalement, quand il lance la question, il dit, bon, dans la famille Riquiel, ça se transmet de mère en fille, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que la passion, ça se transmette. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement singulier. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que c'est une question d'individu et d'individualité. On peut transmettre le goût, la connaissance, une forme de culture, transmettre tout un tas de choses extrêmement riches, un patrimoine. Mais la passion, non, je ne crois pas du tout. Je crois que la passion, c'est une chance d'être habité par une passion. Je pense également que c'est une chance inouïe d'avoir une passion, mais qu'on peut très bien vivre aussi sans passion. On peut vivre de raison, fort bien. Dans sa question, c'est où est-ce qu'on va la chercher, cette passion? C'est quelqu'un qui devient un exemple et qui est un exemple, qui nous transmet ça, qui nous donne envie aussi de s'intéresser, vous, à la création, par exemple. Jacques et Frédéric, est-ce que quelqu'un vous a donné un jour la passion de la com, du marketing, de la pub, de la création? Non, mais je voudrais juste préciser... je veux dire, on peut regarder quelqu'un de fabuleusement beau et avoir envie d'être beau. On peut regarder quelqu'un de fabuleusement passionné et avoir envie d'être passionné. C'est pas pour ça qu'on va le devenir. Comment la passion arrive de façon extrêmement singulière. Ça peut être des rencontres, ça peut être la curiosité, ça peut être les trajets de vie, et puis ça peut ne jamais arriver. Oui. C'est totalement singulier et je pense que ça échappe à tout critère. Jacques ? Oui, non, je suis assez d'accord. Vous parliez de passion. Nous, on a eu la passion l'un de l'autre. C'est ce qui nous. Avant tout, oui. C'est notre moteur. Donc, en devenant la femme de l'autre, pour répondre à la misogynie dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je peux vous poser une question? Non, après. Surtout pas. Surtout pas, parce que comme après 15 ans, non, mais parce que Nathalie, après 15 ans d'analyse, tu mets les outils. Hein, donc, je ne m'allongerai pas ce soir, mais en l'occurrence, au-delà de la blague, non, on est homosexuel non pratiquant, si c'est ça la question. Mais en l'occurrence, pour parler plus sérieusement de ça, on s'est jamais ressenti nous, et c'est comme l'audace, ça. C'est vrai qu'il y a une forme d'arrogance à se décréter ou à se dire audacieux, passionné. C'est les autres, c'est le regard des autres qui vous définit. Et nous, on s'est souvent défini, et c'est sincèrement passé de la communication au golf, à une marque aussi merveilleuse que Courrèges, à une industrie aussi complexe que celle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est en fait, ça sous-tend un truc qui s'appelle la curiosité. Et si on avait une passion, nous en tout cas, c'est la passion de la curiosité. Mais curiosité, c'est intéressant ce mot, parce que derrière curiosité, c'est cura en latin. Et cura, c'est le soin de l'autre, c'est s'intéresser à l'autre. Et en fait, tout le sujet est là. C'est quand vous vous intéressez à l'autre, vous essayez de comprendre, et en essayant de comprendre, à un moment donné, vous avancez avec lui. Et c'est comme ça que se construisent les entreprises, au sens fort du terme. Qui souhaite répondre encore à la question de ce monsieur? Laurent et Valérie. Peut-être pas pour moi, mais peut-être pour les personnes qui travaillent avec nous dans l'entreprise, où nous, on recherche des gens passionnés pour faire ce métier. Déjà, on regarde comme lorsqu'on choisit un poisson, si l'œil brille. Donc on essaye d'embaucher toujours des gens dont l'œil brille. Ce sont déjà des gens passionnés. Et ensuite, bien sûr, au quotidien, notre travail, c'est de garder l'œil brillé et de pouvoir préserver ça. Et on essaye de le faire, parce qu'on ne le fait pas toujours bien, puisque des gens nous quittent, des gens sont frustrés, des gens n'aiment pas leur métier. Oui. On essaye en tout cas de leur pousser à avoir l'amour de leur métier, justement en leur faisant faire des choses différentes et en les poussant de plus en plus dans une zone d'inconfort dans laquelle ils vont être obligés de continuer d'apprendre, etc. Donc en essayant de supprimer la routine. Donc tous les 3 mois, on fait changer, on fait bouger les jeunes que l'on embauche à l'intérieur de la brigade. Et ils passent du poisson à la viande, de la viande à la sauce, parce que si quand vous arrivez, le métier de cuisinier, c'est faire cuire les produits. Et au départ, quand vous arrivez, vous faites un métier de manœuvre, il faut le dire. Vous arrivez, on vous demande de couper des carottes, de fileter des poissons, et ça peut casser la passion. Donc il faut que ce métier de manœuvre indispensable à l'apprentissage de la cuisine dure le moins longtemps possible, et qu'une fois que la personne elle sait parfaitement couper une carotte, on lui demande de travailler sur le poisson pour qu'il puisse continuer d'apprendre, et pour pas qu'il se frustre dans son métier, qu'il perde la passion de ce métier, et ensuite il devienne charpentier au lieu d'être cuisinier. Et pour savoir d'ailleurs si c'est pas menti lui-même sur sa passion, en vous rejoignant bien sûr Valérie à ce sujet.
Alors moi, ce dont je voulais témoigner, c'est l'incompréhension profonde que j'ai de la raison pour laquelle j'ai fait mon choix de carrière et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Je suis incapable de l'expliquer, mais je pense que dans la petite étincelle dont on parle, Esther, on entend parler de quelque chose, ça fait tilt. Il y a un caractère totalement personnel et intime. Et pour moi, le lien le plus étroit que j'ai avec le climat personnel, c'est d'avoir été enfant, allongé dans l'herbe, regarder les nuages. C'est ce truc-là, en fait, si je remonte le plus loin possible, et trouver ça merveilleux. Et je crois qu'il y a ce petit côté-là qui n'est pas rationnel, qui n'est pas scientifique, tout ce qu'on veut, qui est là. Et puis en même temps, quand on fait des études scientifiques, le terme de passion fait peur. Je me souviens, on a écrit un article dans Le Monde sur moi, et le titre c'était la passionata du climat. J'avais été horriblement frustrée de voir ce titre. Je le prenais presque comme une insulte. Et puis finalement, j'ai compris que c'était un compliment parce que ça traduisait, vu de l'extérieur, l'énergie que je pouvais mettre dans mon métier. Et je crois que ça rebondit aussi sur des choses que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'il y a la petite étincelle, on met toute son énergie à faire quelque chose, on y passe beaucoup de temps, les nuits, les week-ends, etc. Et puis, quelque part, ça a un effet d'entraînement parfois pour d'autres. Et là, on a gagné parce qu'en fait, on peut transmettre de cette manière-là. Allez, encore quelques minutes, si vous voulez bien, pour d'autres questions dans la salle. Vous levez la main ici. Y a-t-il une autre main levée? Allez-y, mademoiselle, je vous laisse vous approcher de la main levée. Et vous aussi, s'il vous plaît. Monsieur, bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, je suis étudiant à l'école polytechnique et j'ai une question concernant la mode. Est-ce que vous considérez la mode comme un art? Et plus généralement, est-ce que vous considérez que les contraintes inhérentes à l'entreprise dans l'exercice de la création peuvent altérer le caractère artistique de la création, justement? Nathalie, allez-y. La mode, je pense que c'est un art appliqué. En gros, ça veut dire que c'est un art qui doit rencontrer son public, sinon il n'existe pas. Donc, ce n'est pas un art, et c'est un art d'une certaine façon. Il y a une jolie phrase de Pierre Berger qui dit « La mode n'est pas un art, mais il faut des artistes pour la faire ». Au-delà de ça, ce qu'il faut savoir avec la mode, c'est qu'elle meurt très vite. La mode meurt tous les 6 mois dans les soldes. Elle doit se renouveler, elle doit renaître comme un phénix, elle doit renaître de ses cendres. Et pour renaître de ses cendres, elle doit interpeller, elle doit faire parler. Et elle a cette obligation-là d'être violente, audacieuse, remarquable, pour qu'on puisse effectivement la remarquer, la faire renaître, que les médias s'en emparent et qu'elle existe, puisque c'est sa façon d'exister. Donc c'est un métier qui fait appel à une démarche artistique, à des artistes, mais qui n'est probablement pas un art, parce que sans son public, elle meurt. Vous souhaitez compléter, Frédéric ou Jacques? Non, je suis totalement d'accord. Et les profils sont effectivement des profils extrêmement artistiques, les profils de gens qui travaillent sur le vêtement. Parce que comme les artistes, puisque ce sont des artistes, il n'y a pas plus grande porosité entre l'époque et celui qui fait que les gens qui font, sur les gens qui fabriquent et conçoivent la mode. Donc c'est un métier d'artiste assez certain. Après, en effet, comme dans le cinéma, on ne fait pas des courts-métrages et ça n'a de sens que si les choses sont vendues, portées. Et si, je pense à André Courrèges, qui était évidemment un artiste, on y revient, absolument dans son époque, à 2000%, et même toujours un petit peu en avance, c'est pour ça que ça a marché si bien, mais ingénieur de formation, avec un objectif dans la vie qui est de changer le monde, comme un artiste, encore une fois. Sans doute. Oui. Ingénieur des ponts et chaussées, pas de l'X. D'accord. Personne n'est parfait. Monsieur a le micro ici, bonjour. Je vous invite à vous présenter, allez-y, ça fonctionne. Non, ça devrait fonctionner. Attendez, on va allumer. Vous inquiétez pas, quelqu'un s'occupe du micro, allez-y. Il va fonctionner. A cappella, sans les mains, monsieur, vous y arrivez ou pas si on pousse un peu la voix? Alors encore plus, et ce sera nickel, pendant qu'on apporte peut-être un micro. Allez-y. C'est de l'audace aussi. Vous avez raison. En même temps, personne ne peut refuser.
Donc, vous avez 5 rendez-vous, jeune homme, en partant. On est d'accord? Très bien. On les applaudit tous les 5 d'accueillir monsieur tout à l'heure. Les 5 rendez-vous, obligés. Alors, d'autres mains levées, certainement, pour les quelques minutes qui nous restent dans la salle. Les étudiants, il y avait une question, tiens, pendant que quelqu'un prend le micro, il y avait une question qui venait de la part des étudiants quand on a préparé cette rencontre. On parle d'audace dans cette cité de la réussite, on en parle pendant les 2 journées, avec beaucoup de tables rondes, mais finalement, est-ce qu'être audacieux, c'est pas beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans un contexte qui n'encourage pas peut-être à l'audace, dans un contexte économique. C'est ce que l'on imagine, c'est la question que posent des étudiants. Qui peut répondre à cette question-là? Est-ce que oui ou non, on peut être audacieux maintenant? Est-ce que c'est pas plus difficile qu'avant? Est-ce qu'on peut ne pas l'être? Mais est-ce qu'on peut ne pas l'être? C'est certainement la bonne réponse. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut continuer à innover, que le consommateur est de plus en plus à peur, qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et même dans la gastronomie, on mange bien de partout dans le monde. Donc je ne pense pas que c'est en faisant toujours la même chose sans être audacieux qu'on va conquérir le monde. Je pense qu'il faut l'être. Et ce n'est pas l'être qui est un danger. Quand le marché va mal, Nathalie Riquiel, il faut continuer encore et toujours à être audacieux. Et encore plus, évidemment, il faut trouver des idées, il faut trouver des astuces, il faut se débrouiller. Et puis, c'est dans les contraintes qu'on est souvent le plus créatif. Bien sûr. C'était audacieux, tous les deux, d'aller voir la Maison Courrèges après Young et Rubicam, dans un contexte qui n'était peut-être pas favorable, justement. Je sais pas, non? Oui. Non, mais... On n'a pas, encore une fois, on l'a pas vécu du tout comme ça. Donc, c'est ça. C'est notre regard extérieur. C'est pas, oui, c'est pas une posture. Ce serait presque une imposture de ce point de vue-là. Mais non, mais on le vit pas du tout comme ça. Mais pour reprendre la question finalement de l'énergie du désespoir ou du moins de l'audace du désespoir, je pense que il n'y a pas de contexte qui soit plus ou moins propice à l'audace. L'audace, c'est une question de moment, de tempérament, d'enjeu. L'audace des années 60 est aussi forte dans une période qui était plutôt une période où on croyait en un avenir extrêmement optimiste, justement, et est aussi forte que l'audace en temps de crise. Donc il n'y a pas de moment, c'est juste à un moment donné, un individu ou un collectif d'individus qui décide ou pas d'oser. Et je ne crois pas que du tout, au contraire, parce que je ne crois pas du tout que le contexte de crise soit plus propice à l'audace qu'un autre contexte. Valérie Masson-Delmotte. Je vais répondre avec mon regard de spécialiste des climats passés. Pendant les périodes glaciaires, il y a eu des bouleversements rapides quand les courants marins de l'océan Atlantique ont changé. Ça a été un formidable facteur de progrès, de techniques de chasse, de cueillette pour les sociétés nomades de l'époque. Et puis depuis 11 000 ans, on était dans un climat relativement stable, et ça a été la révolution néolithique, c'est-à-dire le début de l'agriculture. Donc on voit qu'à la fois un contexte de climat qui change très vite ou un contexte de climat très stable, il peut favoriser vraiment des changements de société profonds. Et là, en fait, pour moi, ce n'est pas la crise économique qui compte, c'est la crise environnementale. C'est-à-dire, elle nous oblige à revoir notre schéma de pensée, d'intégrer l'environnement dans l'économie, d'intégrer le long terme dans les décisions de court terme. Et je crois que l'audace, elle est indispensable parce que les recettes du XXe siècle, elles ne marcheront simplement plus. Merci beaucoup. Mais je crois que, alors c'est pas le sens de notre rassemblement, mais je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions sur l'audace. Il faut faire. Il faut aller au bout de son désir, il faut aller au bout de ses envies, au bout de ses ambitions et se réveiller un jour en se disant je n'ai pas tenté, je n'ai pas essayé. C'est peut-être là, à un moment donné, que se pose la vraie question. Donc ne vous posez pas la question de l'audace, osez. Alors je vous amène tous, merci Jacques Binger bien sûr, je vous amène tous vers le mot de la fin parce qu'on va devoir se quitter dans 4 minutes 22. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne après cette rencontre-là, les uns et les autres, même si beaucoup d'autres questions auraient pu être posées. Pardon madame, je tiens la pendule, je suis désolé, parce qu'il y a juste après nous évidemment une autre rencontre ici dans cette salle. Qui souhaite donner son mot de la fin? Laurent Plantier. Moi, je souhaite juste poursuivre sur ce qu'a dit Jacques. Oui, on vous encourage, en tout cas, je vous encourage à faire. Il faut faire, et pas se poser trop la question. Voilà. Très bien. Frédéric, votre mot de la fin?
évidemment, comme mes camarades, je ne peux qu'encourager aussi. Moi, je reviens à l'histoire du contexte parce que je suis toujours agacé par cette histoire de... S'il vous plaît. Oui, en France, est-ce que c'est le moment, l'endroit, etc. J'ai l'impression qu'on est dans le pays du libre arbitre. En tout cas, c'est ce qui me fait aimer ce pays depuis toujours. Ici passe toujours des trucs incroyables qui ne se passent pas ailleurs. Donc s'il y a bien un endroit où on peut être audacieux, c'est ici. Et il y a 1 milliard de choses à faire. Donc si c'est pas vous qui le faites, bah, tant pis, on le fera tout seul, mais c'est moins rigolo. Voilà. Jacques Binger, votre mot de la fin. Ah non, mais il a été brillant. Moi, il a tout dit. Non, mais de la même manière, moi, je suis comme lui agacé par cette ancienne qui consiste à penser qu'en France, on ne peut pas agir, on ne peut pas avoir d'audace, on ne peut pas entreprendre. C'est une énorme connerie. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut profiter au contraire de la situation dans laquelle on est. Il y a 1000 choses à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent. Il y a beaucoup de gens qui osent, contrairement à ce qu'on pense. Et voilà, nous, on en est, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit panel qui est effectivement déjà vieux. Bon, mais en tout cas, on vous attend pour nous rejoindre, pour venir oser avec nous. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup Jacques Binger aussi pour ce mot de la fin. Je rappelle que Jacques et Frédéric sont en duo one-man show au Petit Théâtre des Glaces, évidemment, tous les lundis à 18h, puisqu'ils sont inséparables. Je propose évidemment à Valérie et Nathalie votre mot de la fin à toutes les deux. Donc moi, l'image que j'ai de la vie, c'est une sorte de rivière. On est poussé par son histoire familiale, par son choix d'études, et puis on est sur son bateau et on rame un peu. Et de temps en temps, il faut ramer très fort pour changer de direction, puis des fois, il faut porter le bateau et changer de rivière. Et c'est ça l'audace. Et il faut voir l'opportunité quand elle arrive, et puis à un moment donné, foncer. Malgré les courants, parfois. Nathalie Riquiel, le mot de la fin pour vous. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai envie de dire que peut-être la chose la plus intéressante dans ce monde, c'est d'avancer effectivement sur ce fleuve de la vie. Et pour avancer, il faut vaincre ses peurs. Pour vaincre ses peurs, il faut faire preuve d'audace. Donc, allons-y. Joli mot de la fin. Je voudrais qu'on remercie nos 5 intervenants ici. Alors, consigne à tout le monde, s'il vous plaît. On doit laisser la place immédiatement. On m'a fait signe là-dessus pour la prochaine conférence. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de sortir le plus rapidement possible de la salle. Merci, nous a-t-on dit. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Bonne cité de la réussite.